Saviez-vous que chaque année, le Soleil émet des quantités d'énergie qui dépassent de milliards de fois l'énergie générée par l'ensemble de la civilisation humaine en un siècle entier? Et qu'une minuscule fraction de cette force colossale se manifeste comme un spectacle lumineux qui danse à nos pôles? Cette manifestation est en essence l'aurore, un phénomène qui a captivé l'humanité pendant des millénaires, tissant un voile de mystère et d'émerveillement sur les cieux des régions les plus septentrionales et méridionales de notre planète. Des anciennes légendes inuites qui parlaient des esprits des ancêtres jouant à la balle céleste aux récits vikings qui les considéraient comme un pont resplendissant vers Asgard, les aurores ont toujours été plus que de la simple lumière. Aujourd'hui, grâce à des décennies de recherches scientifiques rigoureuses, nous comprenons que cette merveille céleste est le résultat direct d'une interaction physique complexe entre notre Terre et l'immense et puissant Soleil. Mais comment une étoile située à 150 millions de kilomètres peut-elle peindre notre ciel avec des couleurs si vibrantes et des formes si éthérées? La réponse réside dans une chorégraphie cosmique de particules, de champs magnétiques et de gaz atmosphériques, une danse parfaitement orchestrée qui trouve son origine au cœur ardent de notre étoile. Le Soleil, cette gigantesque sphère de plasma qui donne vie à notre système, n'est pas simplement une source constante de lumière et de chaleur. C'est un corps céleste extraordinairement dynamique, caractérisé par une activité magnétique intense et constante qui donne lieu à des événements d'une ampleur inimaginable. Sa surface visible, appelée photosphère, présente occasionnellement des zones plus sombres et plus froides que le reste, que nous appelons taches solaires. Ces taches solaires sont en réalité des régions d'activité magnétique intense où les champs sont jusqu'à 1000 fois plus forts que dans d'autres parties de la surface solaire. Elles sont à l'origine de certains des phénomènes les plus puissants du Soleil, comme les éruptions solaires. Les éruptions solaires sont des explosions soudaines et massives de rayonnement électromagnétique qui libèrent de l'énergie en quelques minutes, voyageant à la vitesse de la lumière vers l'espace. Outre ces éruptions, le Soleil connaît également des éjections de masse coronale, ou EMC, qui sont de vastes nuages de plasma solaire et de champs magnétiques expulsés dans l'espace interplanétaire. Les EMC peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire et celles-ci se déplacent à des vitesses qui peuvent varier de 200 km par seconde à plus de 3000 km par seconde. Ces événements, en particulier les EMC, sont cruciaux pour comprendre les aurores, car ils sont la principale source des particules qui finiront par impacter notre atmosphère. Néanmoins, même dans un état de calme solaire relatif, le Soleil émet un flux constant de particules chargées qui se propagent dans toutes les directions à travers le système solaire. Ce flux est ce que nous connaissons sous le nom de vent solaire, un courant supersonique d'électrons, de protons et de particules alpha qui sont des noyaux d'hélium qui émanent de la couronne solaire. Le vent solaire a une vitesse moyenne d'environ 450 km par seconde et une température qui peut atteindre 1 million de degrés Celsius près du Soleil. Ce courant interrompu de particules chargées est celui qui voyage du Soleil jusqu'à atteindre les environs de notre planète. Notre planète, la Terre, possède un formidable bouclier naturel qui nous protège constamment de cet assaut incessant de particules énergétiques provenant du Soleil. Ce bouclier est notre champ magnétique terrestre, une gigantesque bulle invisible qui enveloppe la Terre, déviant la majeure partie du vent solaire et du rayonnement cosmique nocif. Comment se génère cet incroyable champ magnétique qui nous protège et permet la vie sur Terre? Il se génère dans le noyau externe de la Terre, qui est composé de fer fondu et d'autres métaux à l'état liquide à des profondeurs de plus de 2900 km. Le mouvement de convection de ce métal liquide et conducteur d'électricité, entraîné par la chaleur du noyau interne et la rotation terrestre, crée de puissants courants électriques. Ces courants, à leur tour, agissent comme une gigantesque dynamo, générant le champ magnétique de notre planète. La forme de ce champ magnétique, qui s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres vers l'espace, ressemble à celle d'un dipôle similaire au champ d'un aimant de barre géant avec un pôle nord et un pôle sud magnétique. Nous appelons cette région de l'espace dominée par le champ magnétique terrestre la magnétosphère, une barrière essentielle qui nous protège de l'environnement spatial hostile. Cependant, la magnétosphère n'est pas une sphère parfaitement uniforme ou impénétrable. Elle présente des points d'entrée naturels et structurels, en particulier autour des pôles magnétiques de la Terre, où les lignes du champ magnétique convergent et s'étendent directement vers l'espace. Lorsqu'une éjection de masse coronale ou une rafale plus intense de vent solaire atteint la magnétosphère terrestre, les particules chargées interagissent avec ce champ protecteur. La majeure partie de ces particules sont déviées, circulant autour de la Terre comme une rivière cosmique. Néanmoins,
Une petite fraction de ces particules parvient à pénétrer dans la magnétosphère à travers ses régions les plus vulnérables, les soconomènes quernos ou cuspides polaires. Une fois entrées, ces particules sont canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre, s'accélérant et se dirigeant inexorablement vers les pôles magnétiques. Cette accélération est un processus complexe qui implique plusieurs phénomènes dans la magnétosphère, y compris la reconnexion magnétique et les ondes de plasma qui impuent. Lorsque ces particules, principalement des électrons et des protons, se précipitent vers la Terre, elles entrent violemment en collision avec les atomes et les molécules de gaz présents dans la haute atmosphère. Ces collisions se produisent principalement à des altitudes allant d'environ 80 km à plus de 500 km au-dessus de la surface terrestre. Les principaux gaz atmosphériques avec lesquels ces particules interagissent sont l'oxygène et l'azote, les composants les plus abondants de notre atmosphère. Lorsqu'une particule solaire chargée entre en collision avec un atome ou une molécule d'oxygène ou d'azote, elle transfère son énergie à cet atome ou à cette molécule, l'élevant à un état d'énergie plus élevé. Cet état d'énergie plus élevé est instable et pour revenir à son état énergétique initial, l'atome ou la molécule excitée doit libérer l'énergie supplémentaire qu'il a absorbée. Cette libération d'énergie se produit sous forme de lumière visible, c'est-à-dire sous forme de photons, dans un processus appelé émission spontanée. La magie des couleurs des aurores boréales réside précisément dans ce processus de désexcitation. Les couleurs spécifiques que nous observons dépendent principalement de deux facteurs cruciaux, le type de gaz atmosphérique qui est excité et l'altitude à laquelle se produit la collision. Les couleurs vertes brillantes, la plus commune et emblématique des aurores boréales, est produite par l'excitation des atomes d'oxygène à des altitudes d'environ 100 à 200 km. Ce vert est le résultat de l'émission de lumière dans une longueur d'onde très spécifique, à l'intérieur du spectre visible. Si les collisions avec l'oxygène se produisent à des altitudes beaucoup plus élevées, au-dessus de 250 km, l'oxygène excité peut émettre de la lumière rouge. Ce rouge, souvent une teinte carmin ou bordeaux, est dû à une transition énergétique différente au sein de l'atome d'oxygène qui nécessite moins d'énergie et une période de désexcitation plus longue. Pour sa part, l'azote, l'autre gaz prédominant dans notre atmosphère, est responsable des tons bleus et violets, bien que ceux-ci soient moins communs ou visibles à l'œil humain. L'azote moléculaire excité produit de la lumière bleue, tandis que l'azote ionisé, c'est-à-dire celui qui a perdu un électron, peut émettre des tons violets ou rosés. Ces couleurs se mêlent souvent, créant une palette étonnante et changeante dans le ciel nocturne. Par exemple, une combinaison de rouge de l'oxygène à haute altitude et de bleu de l'azote à basse altitude peut produire une belle couleur rosée ou violette à la base des aurores. L'intensité de l'aurore, c'est-à-dire sa brillance, dépend directement de la quantité d'énergie des particules solaires qui impactent et de la densité des gaz atmosphériques à l'altitude de la collision. Les formes des aurores boréales sont aussi variées que leurs couleurs et sont le résultat de l'interaction complexe des particules chargées avec les lignes du champ magnétique terrestre et les changements dans le vent solaire. On peut observer des aurores sous forme d'arcs allongés qui s'étendent d'horizon à horizon ou comme des bandes brillantes qui semblent flotter dans le ciel. Les plus spectaculaires sont celles qu'on appelle des rideux ou des rayures, qui ressemblent à de grands voiles ondulants qui se plient et se déploient, créant une sensation de mouvement et de danse. Parfois, notamment lors de fortes tempêtes géomagnétiques, les aurores peuvent former une couronne où les rayons de lumière semblent converger en un point directement au-dessus de l'observateur, créant un effet tridimensionnel impressionnant. La durée d'une exposition aurorale peut varier considérablement, de quelques minutes à plusieurs heures de spectacle interrompu en fonction de l'activité solaire et des conditions géomagnétiques. Alors, si nous voulons assister à cette merveille, où et quand sont les meilleurs endroits et moments pour chercher l'aurore ? Les aurores, tant boréales dans l'hémisphère nord qu'australes dans l'hémisphère sud, sont principalement visibles dans les régions polaires, à l'intérieur de ce que l'on appelle les ovales auroraux. Ces ovales sont des anneaux concentriques qui entourent les pôles magnétiques de la Terre, où les lignes du champ magnétique canalisent les particules solaires. Pour l'aurore boréale ou aurora borealis, les meilleurs lieux d'observation se trouvent dans des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande en Europe. En Amérique du Nord, les destinations privilégiées incluent l'Alaska aux États-Unis et vastes étendues du Canada comme le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Manitoba.
On peut également les apercevoir dans certaines parties de la Russie, notamment en Sibérie et dans la péninsule de Kola. Pour l'aurore australe ou Aurora australis, les possibilités d'observation sont plus limitées en raison de la moindre présence de terre aux latitudes polaires de l'hémisphère sud. Les principaux endroits pour observer l'aurore australe sont l'Antarctique, bien que seulement accessible aux scientifiques ou lors d'expéditions très spécifiques. D'autres endroits incluent le sud de l'Australie, l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et les régions les plus australes du Chili et de l'Argentine, comme la Patagonie et la Terre de Feu. Par exemple, Ushuaia en Argentine, connue comme la ville du bout du monde, offre la possibilité de voir des aurores australes pendant les périodes de forte activité solaire. Existe-t-il une période de l'année ou un moment de la journée spécifique où les probabilités de voir ce spectacle augmentent? Absolument. La meilleure période de l'année pour l'observation aurorale est généralement celle des équinoxes de mars et de septembre. Pendant les équinoxes, l'alignement du champ magnétique terrestre avec le vent solaire est plus favorable, ce qui permet une plus grande interaction et, par conséquent, des aurores plus fréquentes et plus brillantes. Cependant, les aurores peuvent se produire à tout moment pendant la saison d'obscurité prolongée dans les régions polaires, qui s'étend de fin août à début avril dans l'hémisphère nord. Le meilleur moment de la journée pour l'observation est pendant les heures d'obscurité totale, généralement entre 10 h du soir et 2 ou 3 h du matin, heure locale. Pour maximiser les chances, il faut un ciel dégagé, sans nuages et une pollution lumineuse minimale. Il est donc essentiel de s'éloigner des villes. Les observateurs expérimentés surveillent l'indice CAP, une échelle de 0 à 9 qui mesure la perturbation de notre champ géomagnétique. Un indice CAP de 3 ou plus indique généralement la possibilité d'aurore visible aux latitudes moyennes, tandis qu'un CAP de 5 ou plus signale une tempête géomagnétique qui pourrait produire des aurores très brillantes et étendre sa visibilité à des latitudes plus basses. Les prévisions d'aurore fournies par des agences telles que la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis sont des outils inestimables pour les chasseurs d'aurore. Ces prévisions sont basées sur la surveillance constante de l'activité solaire et du vent solaire en temps réel. Les aurores, bien que belles, sont une manifestation visible d'un phénomène plus large et potentiellement perturbateur, les tempêtes géomagnétiques. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont exactement les tempêtes géomagnétiques et quels sont leurs impacts sur la technologie et sur notre vie quotidienne? Les tempêtes géomagnétiques sont des perturbations temporaires et significatives du champ magnétique terrestre, causées par l'interaction avec les éjections de masse coronale ou les flux à haute vitesse du vent solaire. Elles sont classées sur une échelle allant de G1, qui sont mineures, à G5, qui sont des tempêtes géomagnétiques extrêmes, selon leur intensité et leurs effets possibles. Une tempête G1, par exemple, peut provoquer des perturbations mineures sur les réseaux électriques et des aurores boréales faibles. Cependant, une tempête G5, comme celle qui s'est produite lors de l'événement de Carrington en 1859, peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Cet événement historique est l'exemple le plus puissant d'une tempête solaire enregistrée dans l'histoire moderne. Les aurores causées par l'événement de Carrington étaient si brillantes qu'elles ont été signalées comme visibles dans des endroits aussi inhabituels que Hawaï et les Caraïbes, même en plein jour dans certaines régions. Au-delà du spectacle lumineux, la tempête de Carrington a causé des perturbations massives sur les réseaux télégraphiques, provoquant des incendies et des chocs électriques dans les stations. Les opérateurs de télégraphe ont signalé que le système fonctionnait sans batterie grâce aux courants électriques induits par la tempête géomagnétique. Plus récemment, en 1989, une tempête géomagnétique G5 a provoqué une panne massive dans la province de Québec au Canada. 600 000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité pendant 9 heures en raison de l'effondrement du réseau électrique, ce qui a entraîné d'importantes pertes économiques. Les courants géomagnétiquement induits, ou GIC, sont la principale cause de ces pannes de courant. Ces courants sont générés lorsque les variations rapides du champ magnétique terrestre induisent des tensions dans les longs conducteurs, tels que les lignes de transmission électrique. Les transformateurs des sous-stations électriques sont particulièrement vulnérables à ces courants, qui peuvent les surchauffer et les endommager de manière irréparable. Les tempêtes géomagnétiques affectent également considérablement les communications. Les ondes radio à haute fréquence, utilisées pour la communication longue distance, peuvent être absorbées ou réfléchies irrégulièrement par l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère, ce qui provoque des interruptions ou des coupures de radio. Les systèmes de navigation par satellite, tels que le GPS, sont également vulnérables. La propagation
l'envoyation des signaux de radiofréquence des satellites GPS vers les récepteurs sur Terre est perturbée par la densité et l'activité irrégulière de l'ionosphère pendant une tempête, ce qui peut entraîner des erreurs de positionnement, voire une perte totale du signal GPS, ce qui a des implications critiques pour l'aviation, le transport maritime et d'autres applications qui dépendent de la précision de la localisation. Les satellites eux-mêmes, en orbite, sont susceptibles aux effets des tempêtes géomagnétiques. Les particules énergétiques peuvent dommager l'électronique des satellites, provoquer des pannes temporaires ou permanentes et même réduire leur durée de vie. Les communications aériennes peuvent également être affectées. Les routes polaires, qui sont plus courtes et plus efficaces pour les vols transcontinentaux, doivent souvent être déviées pendant les tempêtes géomagnétiques en raison des risques pour les communications et la navigation, ainsi que l'exposition accrue des passagers et de l'équipage aux radiations. De plus, les infrastructures terrestres telles que les oléoducs et les gazoducs, qui sont de longs conducteurs métalliques, peuvent également être sensibles aux courants induits, ce qui pourrait accélérer la corrosion ou affecter les systèmes de surveillance. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, ou ISS, et d'autres véhicules spatiaux sont également à risque. Pendant une tempête géomagnétique intense, le rayonnement qui parvient à pénétrer dans la magnétosphère peut augmenter considérablement les niveaux d'exposition aux radiations pour les occupants de l'espace. Pour cette raison, la prévision de la météorologie spatiale est d'une importance vitale et les agences spatiales maintiennent une surveillance constante du Soleil. Cette surveillance est effectuée grâce à un réseau mondial de télescopes terrestres et à une flotte de satellites dédiés à l'observation du Soleil et de son environnement. Parmi les missions spatiales les plus importantes, citons l'Observatoire solaire et héliosphérique, SOHO, qui fonctionne depuis 1995 et fournit des images et des données sur l'activité solaire. Les missions stéréo, qui sont deux engins spatiaux jumeaux en orbite autour du Soleil, nous permettent d'obtenir des vues tridimensionnelles des éjections de masse coronale. La sonde solaire Parker et l'orbiteur solaire sont des missions plus récentes qui s'aventurent plus près du Soleil que jamais auparavant, étudiant sa couronne et le vent solaire in situ. Les satellites de la mission multi-échelle de la magnétosphère, ou MMS, se concentrent sur l'étude de la reconnexion magnétique dans la magnétosphère terrestre, un processus clé dans l'interaction Soleil-Terre. Comprendre le climat spatial est non seulement essentiel pour protéger notre technologie, mais aussi pour les futures missions habitées vers la Lune et Mars. Au-delà de la Terre, les aurores ne sont pas un phénomène exclusif à notre planète. En fait, elles sont courantes sur d'autres planètes de notre système solaire qui possèdent à la fois un champ magnétique et une atmosphère. Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses, présentent des aurores spectaculaires et beaucoup plus puissantes que celles de la Terre. Cela est dû à leur champ magnétique beaucoup plus fort et à l'activité volcanique de leurs lunes, comme Io sur Jupiter, qui alimentent leurs atmosphères avec des particules chargées supplémentaires. Les aurores de Jupiter sont si énergétiques qu'elles émettent de la lumière non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans l'ultraviolet et les rayons X. Uranus et Neptune, les géantes de glace, présentent également des aurores, mais moins fréquemment et avec moins d'intensité, en raison de leur champ magnétique plus faible et plus complexe. L'étude des aurores sur d'autres planètes nous fournit de précieuses informations sur leurs atmosphères, leur champ magnétique et l'interaction avec le vent solaire de différentes étoiles. De retour sur Terre, tout au long de l'histoire, les aurores ont été une source d'inspiration pour les mythes et légendes dans les cultures du monde entier. Pour les peuples nordiques, l'aurore boréale était le Bifrost, un pont resplendissant qui reliait la Terre, Midgard, au royaume des dieux, Asgard. On croyait que c'étaient les Valkyries, des guerrières divines chevauchant vers le Valhalla avec leurs armures brillant dans le ciel. Pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, comme les Cris, les aurores représentaient les danses des esprits des ancêtres. Certains le voyaient comme la danse des animaux qui avaient été chassés, qui montaient au ciel pour célébrer leur vie. En Chine, l'aurore était souvent associée à des dragons célestes, des créatures puissantes qui sillonnaient le firmament. Ces interprétations culturelles nous rappellent le lien profond entre l'être humain et les phénomènes naturels. Si votre rêve est d'assister à cette danse cosmique, voici quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances et profiter pleinement de l'expérience. Tout d'abord, il est crucial de bien se couvrir. Les zones où les aurores sont les plus visibles, comme l'Arctique ou l'Antarctique, sont généralement extrêmement froides avec des températures qui peuvent descendre des dizaines de degrés en dessous de zéro. Des vêtements thermiques, plusieurs couches, des gants, un bonnet et des bottes imperméables sont essentiels pour rester confortable pendant les longues nuits d'attente. Pour les passionnés de photographie, un appareil photo avec capacité manuelle est indispensable. Il est recommandé d'utiliser un objectif grand angle et un trépied pour maintenir la caméra stable pendant les expositions prolongées. Les réglages typiques incluent une ouverture d'objet large, comme f2.8 ou moins, un ISO élevé, entre 800 et 3200, et un temps d'exposition de 10 à 20 secondes.
La patience est une vertu fondamentale lorsqu'il s'agit de la chasse aux aurores. Parfois, le ciel peut rester calme pendant des heures avant que l'aurore ne fasse son apparition, ou il se peut qu'elle n'apparaisse pas du tout. Il est important d'être flexible avec les plans et d'être prêt à attendre dans des conditions froides et sombres. Envisagez de rejoindre un circuit spécialisé dans les aurores, car les guides locaux connaissent les meilleurs endroits pour l'observation et peuvent offrir de précieux conseils. Enfin, et non des moindres, pratiquez un tourisme responsable et respectueux de l'environnement naturel. Évitez de laisser des déchets, respectez la faune et suivez les indications des autorités locales. Les aurores boréales et australes sont bien plus que de simples lumières dans le ciel. Elles sont un rappel vivant du lien intrinsèque entre notre planète et son étoile la plus proche, le Soleil. Chaque danse lumineuse est un témoignage de la physique complexe et merveilleuse qui régit notre univers. Une manifestation palpable de l'immense énergie qui émane de notre Soleil, voyageant à travers le vide spatial pour rencontrer le champ magnétique protecteur de la Terre. C'est la Terre qui répond à cette étreinte cosmique, transformant l'énergie invisible en une toile de couleurs qui nous coupe le souffle. Ce phénomène ne nous émerveille pas seulement, mais souligne également l'importance critique de comprendre le climat spatial. Protéger notre infrastructure technologique des puissantes tempêtes géomagnétiques est une nécessité croissante dans notre monde de plus en plus interconnecté. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, que ce soit depuis une ville illuminée ou depuis un endroit isolé, rappelez-vous qu'au-delà du visible, une danse énergétique se produit constamment. Une symphonie silencieuse de particules et de chants, un ballet cosmique qui se joue chaque seconde. C'est un cadeau visuel de la nature, une invitation à la réflexion sur l'immensité de l'espace et la délicatesse de la vie sur notre planète. Si cette explication détaillée sur la danse cosmique des aurores boréales et australes a éveillé votre curiosité, assurez-vous de rejoindre notre communauté. Explorez au-delà de l'inconnu avec nous. Abonnez-vous à Explorando pour ne manquer aucune de nos expéditions vers la connaissance. Donnez-nous un j'aime si vous avez apprécié cette immersion profonde. Laissez un commentaire avec vos pensées ou vos questions sur les aurores. Et laissez en commentaire cette vidéo avec ceux qui cherchent également à comprendre les mystères de l'univers. Votre soutien nous encourage à continuer d'explorer.